Nous sommes avec Essor Aklessor, coach et consultant en entrepreneuriat et en politique. Nous avons également Firmin Tekouagbo, chroniqueur politique. Avec eux, nous allons parler du Niger, nouveau massacre de civils dans l'ouest du pays. On parlera également du Mali un an après le coup d'État, le statu quo. Burkina Faso, ouverture du procès Thomas Sankara le 11 octobre prochain. Et puis on termine par le Togo, lutte contre la criminalité, saisie de fusils, de voitures, de cannabis et d'autres dans plusieurs préfectures. Chers invités, bonjour. Vous allez bien, Firmin? Bonjour, je vais bien, Michel Takwa. Merci de m'avoir invité. Bonjour, coach. Bonjour, Michel. Coucou spécial à tous les téléspectateurs de Niort et également aux membres de cette LV dont je suis le président. Coach ou consultant, vous préférez lequel? Vous êtes les deux, bien sûr. Je suis les deux, mais ça dépend de ce que tu veux faire. Mais les deux suffisent dans les domaines précis et je laisse suivre comme ça. Allez, on commence donc par le Niger. Un nouveau massacre de civils a été perpétré dans l'ouest du Niger, proche du Mali, par des djihadistes présumés faisant au moins 37 morts, ce qui porte à plus de 450 le nombre de morts dans cette région depuis le début de l'année. Et puis le massacre a eu lieu au village de Daré Daye, déjà visé en mars, Firmin. Un village visé en mars, les djihadistes reviennent des mois plus tard pour frapper la bourgade. C'est triste. Triste et peut-être, premièrement, on peut dénoter une certaine irresponsabilité ou négligence de la part des pouvoirs publics nigériens. Parce que si vous voyez qu'un village a été déjà frappé, donc la première des choses, c'est de chercher à sécuriser davantage le village. C'est de chercher à savoir les causes, les failles qui ont existé, qui ont facilité un certain nombre de choses à ces djihadistes-là et mettre en place des stratégies pour que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir. Donc si il y a eu cette attaque-là en mars et aujourd'hui on laisse que se perpètre encore une nouvelle attaque, moi je me dis que les autorités n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités. C'est comme la vie humaine n'a pas été sacrée ou n'est pas sacrée à leurs yeux. Donc ces autorités doivent réfléchir par deux fois pour que de telles situations ne se reproduisent, ni que ce soit ni dans ce village ou dans les villages environnants. Vous savez, c'est tellement triste que des gens aujourd'hui se lèvent, se qualifiant de djihadistes, et puis se disent on vient, on attaque tel village, on attaque l'autre, et puis il n'y a rien. On les laisse faire en quelque sorte. Moi, je me demande où est la sécurité. Le dispositif sécuritaire de cet État, le Niger, le dispositif sécuritaire communautaire, on en est où avec tout ça? Donc, je me dis, la première question que je me pose, quand est-ce que cela va finir? Quand est-ce que cela va finir? Vous imaginez, on dit du début de l'année jusqu'à maintenant, on a resté plus de 450 morts. C'est gravissime, c'est gravissime. Des énergies qu'on a perdues comme ça, des vies humaines qu'on a perdues comme ça. Mohamed Bazoum, qui est le nouveau chef de l'État, si c'est cela que lui, si cette attaque fait partie des attaques qui ont servi à lui dire monsieur bienvenue, il doit savoir qu'il a du boulot à faire. Il y a du boulot s'il ne prend pas de mesures vraiment urgentes pour sécuriser les localités ou pour sécuriser tout son pays. Alors, coach, il faut dire que ces attaques sont fréquentes, surtout dans cette zone appelée la zone des trois frontières. On est déjà habitué à cela. Et surtout, le modus operandi est le même. Les hommes qui viennent dans le village et qui prennent la moto et qui, ça y est, tuent les gens qui cultivent la terre. Il est vrai que c'est déjà moche, mais l'obscénité de ces attaques, c'est que depuis janvier cette année, on a connu des attaques au Niger, donc c'est la deuxième fois, au Burkina et quelquefois au Mali. Ce qui est bizarre, ces trois États font partie de l'UEMOA
de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Union musulmane ou islamique, comme ils le disent. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas trouvé les moyens financiers, techniques et militaires, et pour ne pas dire stratégiques, pour endiguer ce problème une bonne fois pour tous. Ça voudrait dire que le président malien qui a fait tout un vacarme, qu'il est venu comme sauveur du Mali, je parle de Assimi Goïta. On va en parler. Un an après son coup d'État. Qu'il signe accord avec la Russie, tellement qu'ils sont contents et que les panafricains nous ont rabattu l'oreille ici que oui, c'est un panafricain, tout le monde a crié, qui n'arrive pas à résoudre un problème frontalier, un problème qui est à côté de lui. Parce que des fois, ils quittent là-bas, ils viennent au Mali, et ils vont au Niger ou viennent au Burkina. Je me rappelle que c'est le même milieu où on avait fait 160 morts au Burkina entre-temps. Donc, je ne comprends pas nos chefs d'État. Ils sont là à dorloter, à se caracoler à la tête de leur pays pour dire qu'ils sont présents, mais ils ne sont pas prêts pour résoudre un problème. Je serais tenté de penser que ne serait quand même que le pouvoir qui a été embêté, ils trouveront des moyens. Imagine que le malheureux qui a essayé de donner un coup de poignard à Assimi Goïta. Comment on a fait tout le monde. Le problème humanitaire est là-bas. Le vrai problème est là. Ils sont prêts à parler de, Israël et Palestine, Afghanistan. Or, il y a 160 personnes, 37 personnes. On dit même qu'il y a 13 adolescents qui sont tués, dont 4 femmes aussi. Donc, je me dis que, c'est qu'il y a le nombre de morts satisfait des gens dans quelque chose, dans le milieu où je ne comprends pas. Parce que vous ne pouvez pas, au moins, je comprends qu'on peut vous attaquer par surprise une fois, 2 fois, mais 3 fois, 4 fois. C'est absurde quand même. On sait que le milieu n'a que le problème. Manque de stratégie. Non, c'est pas ça leur coûte quoi de payer des drones. Manque de volonté. C'est manque de volonté ou la démission des États. C'est comme parce que il y a actuellement l'informatique et l'Internet qui a évolué, où le Japon vend des cas numériques où on peut demander des drones. On utilise tout ça pour cadrer le milieu et protéger ce milieu. Mais nos militaires, les chefs d'état-major de ces 3 pays, je me demande, ils sont chefs d'état-major, pourquoi au juste? On ne cessera de le dire, la concertation, elle n'est pas à ce niveau, surtout au niveau des chefs d'état-major, comme le coach Essor l'a dit. Je vous repose cette question. On vient trouver des gens en train de cultiver et on tire sur tout ce qui bouge. Oui, on tire sur tout ce qui bouge. Mais ce qu'il faut chercher à savoir, tout d'abord, c'est de se demander, ces gens-là, quel est l'intérêt de leur atrocité? C'est ça, en fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut toucher. Quand les gens viennent tuer, en fait, ce n'est pas le fait de tuer qui leur fait plaisir. C'est ce qu'ils veulent provoquer, en fait. Vous imaginez, c'est ce qu'ils veulent provoquer. Pourquoi ils font ça? Mais ce sont des êtres humains, en fait. Donc, ils viennent pas parce qu'on veut tuer. Parce que celui-là, sa tête ne me plaît pas, donc il faut que je l'élimine. Mais c'est aussi de la lâcheté. Hein. On vient tirer sur les gens qui c'est-à-dire, c'est là qui n'ont pas d'armes et qui cultivent la terre. Non, c'est là où vous devez chercher. Ce ne sont pas ceux-là qui tuent, qui constituent en quelque sorte leur problème. Donc leur problème est ailleurs. Donc c'est pour cela, moi je dis... C'est lequel? On ne sait pas. Il faut chercher à connaître, ou à identifier leurs problèmes, leurs besoins, ce qu'ils veulent, et peut-être essayer de dialoguer avec eux pour voir si on peut Vous proposez toujours le dialogue. Toujours le dialogue, parce que ce qu'ils veulent, c'est de heurter les sensibilités. Vous imaginez, on tue 37 personnes gratuitement comme ça. Des gens sans défense, des gens sans armes. On les tue comme ça, devant l'incapacité d'un chef d'État, devant l'incapacité des ministres, devant l'incapacité des généraux, devant l'incapacité des officiers, devant l'incapacité des forces de sécurité et de défense. Donc vous imaginez, donc il faut se demander qu'est-ce que ces gens-là recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, quel est leur intérêt poursuivi. Si on n'arrive pas à faire à identifier ce problème, on ne saurait comment apporter une certaine solution au problème du djihadisme qui est toujours là et qui décime toute l'Afrique. Ailleurs, on trouve des solutions. Vous imaginez, je répète toujours cet exemple. Entre-temps, l'État islamique avait occupé plus de la moitié de l'État syrien. Mais quand les Occidentaux se sont dit, merde, on va mettre fin à cette pagaille, ils ont réussi... Une décision ferme, sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Entre-temps, quand il y a eu ces attaques-là, en France, en janvier 2015, en novembre 2015, les Français se sont dit, merde, il faut qu'on redouble de stratégie, il faut qu'on renforce notre système sécuritaire pour pouvoir démanteler un certain nombre de réseaux, pour que
que de telles attaques se reproduisent. Et vous allez voir dans les informations, on dit toujours qu'il y a au moins une centaine d'attaques qui ont été déjouées, et il y a une dizaine d'attaques qui ont été déjouées. Ça veut dire que les gens sont sérieux vis-à-vis de ce problème-là. Ici, je n'arrive pas à identifier. Regardez ce qui se passe en France. Les Occidentaux se sont dit, mais une des causes valable de ce terrorisme-là ou de ces attaques, c'est quoi? C'est le chômage et c'est la vulnérabilité d'un certain nombre de personnes. Et regardez, donc, on apporte les solutions. On apporte les solutions. Et regardez, par exemple, au niveau de l'État islamique, on se dit, l'État islamique, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'État islamique, ils sont là, ils exploitent le pétrole, ils exploitent le blé, le maïs, et ils proposent des emplois aux chômeurs. Et donc, quand vous êtes en France, vous êtes devant votre ordinateur, vous allez sur leur site, ils vous proposent un emploi avec un salaire conséquent. Et c'est là où ils ont commencé par recruter un certain nombre de personnes. Donc, les organisations se disent, mais, si cela se poursuit comme ça, maintenant, on aura mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Ceux-là, il faut qu'on commence par ficher les gens. Ceux-là qui se connectent à leur site ont commencé par être ciblés. Donc c'est là où on a ciblé un certain nombre de personnes, on les a fichés et c'est une manière de dissuader. Et aujourd'hui, en France et dans d'autres pays, il y a ces attaques-là qui évoluent de moins en moins. Ouais. Vous imaginez. Mais ici, en Afrique, on n'arrive pas à identifier les problèmes. Un président qui arrive au pouvoir, Niger, vous savez qu'au niveau des 3 frontières, il y a tous ces problèmes-là. Depuis votre élection jusqu'à maintenant, vous on ne voit pas le président Bazoum. Oui, bien sûr, je parle du président Bazoum. Vous n'appelez pas la presse pour dire, voilà, je suis là, voilà mes mesures pour sécuriser les zones beaucoup plus fragiles. Alors qu'il avait promis la sécurité à ses concitoyens. C'était le mot de campagne, bien sûr. Ce sont des campagnes, ce sont des promesses politiques qu'il avait fait. Parce que moi, je suppose que d'abord, moi je l'ai dit ici sur le plateau là, qu'il n'avait ni la capacité ni le pouvoir de faire ce qu'il est en train de dire. Parce que, qui a finalement le pouvoir? L'ancien président? Non, je dis même malgré le fait qu'il soit président, que pour faire ça, le milieu là, la zone, la sécurité ne concerne pas que ton seul État. Ouais, quand on dit qu'on veut faire la sécurité pour le Togo, ce n'est pas le Togo seul. Il faudrait que les Ghanéens participent, que les Burkinabés participent et les Béninois. Il faut une coordination générale. Pourquoi ne pas dire les Ivoiriens participent? Parce que si les gens là ont laissé leurs frontières poreuses, ça va venir. Donc, il faudrait que les autres États passent. Vous avez un problème qui gangrène les 3 pays depuis des décennies. Il suffit qu'il y ait une collaboration. C'est-à-dire que même les 3 présidents ne s'entendent pas, si je peux le dire ainsi. Parce que, et tout ça, il y a le problème. Donc, ce sont des gens qui sont venus juste pour leur aura. Parce qu'ils veulent qu'on dise qu'ils sont présidents. Ils ont fait des promesses aux Occidentaux et ils sont venus, on les a propulsés là-bas. Sinon, comment peut-on comprendre qu'on tue déjà? Finalement, l'avait dit. Ouais, c'est vrai que je trouve d'une lâcheté l'attaque de ces personnes désarmées. Je vous donne ce bilan, c'est pas. Oui, je vous donne ce bilan si vous le permettez. 307 civils ont été massacrés entre janvier et mars. Oui, c'est ça que je dis. Eux, ça dit qu'ils savent que la population la plus vulnérable, c'est les civils là. Maintenant, là où les États là ont failli, on peut mettre un camp ou bien une force de sécurité dans la zone là pour protéger les gens là au moins. Parce que finalement, quand tu vérifies, ce n'est pas la population qui est la cible, mais les gens avaient touché quelqu'un. Mais en touchant ces personnes, ils sont obligés de s'attaquer aux civils là. Maintenant, aux États là de prendre des dispositions pour que les civils là soient protégés. Je me demande, il n'y a pas les polices, la gendarmerie dans les villages. On a fait décentralisation. Ces zones doivent être normalement protégées. Mais quand on attend, chaque fois qu'on attaque, je n'ai même pas encore entendu que parmi les 7, il y a eu un corps habillé qui est tué parce qu'il y en a pas. Ouais. Or, c'est vaste. Le Niger, avec plus de 1 million de kilomètres carrés, pourquoi ne pas faire ce genre de choses? Il faut protéger la population. Et le danger, c'est que ces populations qui sont victimes, comme Firmin le dit, un jour, quand ils seront appâtés par ces djihadistes, eux aussi vont devenir des djihadistes. Il vaut mieux se ranger dans l'autre camp pour être peut-être protégé. Puisqu'on les attaque chaque fois, ils ne sont pas protégés. Parce qu'il n'y a pas de force en face. Pour ne plus être attaqués. Donc, c'est le danger. Imagine que toutes ces populations attaquées se rangent du niveau de djihadistes. Je me dis qu'il y aura problème un jour ou l'autre. Mais comme les gens de quoi le disent que ce sont des djihadistes qui étaient financés par Blaise. Moi, je ne vais pas aller sur ce jeu, mais ce que je dis actuellement... Financé par Blaise aujourd'hui, Blaise n'est plus au pouvoir. Non, on dit que c'est parce que Blaise est absent qu'on a conseillé de déstabiliser ce pays. C'est d'ailleurs pourquoi Firmin avait proposé une médiation.
Vous l'aviez dit, vous aviez déjà parlé parlant du Burkina Faso. Je l'ai toujours dit, on dit non, les djihadistes n'étaient pas financés par Blaise Compaoré. Au contraire, c'est Blaise qui arrive à les maîtriser. C'est là maîtriser les gens appellent en fait là négocier comme il n'est plus là. Donc les djihadistes réclament ça indirectement. Voilà. C'est comme si on dit Blaise n'a qu'à venir. Depuis que Blaise est parti là, il n'y a aucun problème dans ce milieu. Regardez par exemple, c'est pour cela que le président Roch Christian Kaboré avait dit en 2018 que quand lui a pris le pouvoir, les djihadistes, les patrons djihadistes bien sûr, étaient venus le voir pour lui dire Blaise nous devait telle voiture. Et puis lui il disait que non, que lui n'est pas dans ces complots-là, qu'il ne va pas donner ça. Et voilà, on a commencé. Et ça n'a pas duré, on a attaqué son état-major et ces attaques qui se multiplient jusqu'à présent. Moi je dis simplement, au-delà de tout, il faut savoir. Vous l'avez dit, qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Il faut chercher le fond. C'est l'argent qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est des voitures. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ou peut-être, il y a aussi c'est trop facile. Si on leur donne de l'argent, des voitures, ils vont plus tard revenir encore. Oui, non. Blaise a assis une stratégie qui lui marchait très bien. Qui lui marchait très bien. On a besoin de consulter Blaise, peut-être. En tout cas, on va... Ce qu'on firmait en train de dire, si la négociation peut permettre qu'on ne tue plus des gens, moi je trouve le problème. Parce que je me rappelle que, entre-temps, avant que comment on appelle, le président malien ne soit... Ibeka ne soit... parti. Je pense qu'il y avait une négociation avec les rebelles. On négociait et c'est là où on avait libéré l'ancien opposant aussi qui est mort en France. Donc, il y avait eu cette négociation. Donc, on n'a qu'à continuer. Si ça peut permettre que tout le monde soit à l'aise, il faut négocier. Parce qu'après tout, ces gens ne sont pas issus d'autres communautés, à part les trois pays là. Ce sont des gens qui vivent dans ces pays également. Vaut mieux négocier avec eux. Il faut aussi négocier s'il y a négociation. Bon, on va marquer donc la pause. En tout cas, Blaise Compaoré est dans le pétrin. On va voir cela dans l'autre partie, la troisième partie, où le procès contre l'assassinat, j'allais dire, de Thomas Sankara sera ouvert très bientôt, le 11 octobre prochain au Burkina Faso. La pause donc, on revient pour la suite.